Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la mort. Vous le savez maintenant, ce podcast aborde des thèmes tels que la perte d'un proche, la maladie, la fin de vie, le deuil et tout ce qui tourne autour du sujet de la mort. Les épisodes peuvent donc être difficiles à écouter pour certains d'entre vous. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à arrêter en cours de route si les émotions se font trop intenses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à la rencontre d'un petit bout de femme qui pétille d'énergie et de bonne humeur. Marie-Gabrielle est une amoureuse de la nature et de la vie sous toutes ses formes. Elle vit d'ailleurs entourée de sa famille, certes, mais aussi d'une sacrée tribu où nombre de poilus illuminent ses journées. C'est à l'un d'entre eux que nous allons rendre un bel hommage aujourd'hui, à un quadrupède un peu à part qui occupe une place toute particulière dans le cœur de Marie-Gabrielle. Et à travers leur histoire, j'espère que chaque gardien d'un ou de plusieurs animaux se sentira un peu moins seul face à cette perte bien souvent minimisée. Et pour tous les autres, que vous découvrirez à quel point ces liens du cœur peuvent être riches de tant d'amour. Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour Tiffany. Je te remercie d'avoir accepté de me confier ton histoire et je suis ravie de te faire ainsi qu'à Chamako une place sur ce podcast. Comme d'habitude, pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Alors je te remercie toi pour ton accueil et me donner l'occasion de parler de mon histoire, qui n'est pas que mon histoire puisque c'est également effectivement celle de Chamako, et c'est vrai que tu donnes l'occasion de parler d'un sujet qui est encore un peu tabou chez nous, c'est la mort de nos compagnons, de nos animaux qui nous accompagnent sur une portion de notre vie. Parce que malheureusement, ils ont une espérance de vie qui est plus courte que la nôtre. Donc forcément, on est inévitablement confronté à leur départ. Donc je te remercie de me donner l'occasion d'évoquer ce sujet. Moi, je m'appelle Marie-Gabrielle, je suis diététicienne, je suis mariée, j'ai des enfants. Je vis dans le sud de la France. J'ai également un compte Instagram sur lequel je suis relativement active et où il me tient à cœur déjà de parler de mon métier puisque il a pour vocation première de toucher mes gens sur la nutrition. Et puis, ça déborde souvent aussi sur des choses qui me touchent, les animaux, justement. Et donc, je partage souvent mes aventures avec mes animaux. Je sais que les gens qui me suivent, ils sont particulièrement sensibles. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que ils m'ont également accompagnée, justement, lors du départ de Chamako, et que j'ai reçu de nombreux témoignages qui ont été vraiment extrêmement chaleureux. C'était pour moi également une source de réconfort de recevoir ces témoignages. Chamako, quand je l'ai rencontré, il devait avoir autour d'une quinzaine d'années. C'était un cheval qui était vraiment, très sympathique, très agréable, plutôt calme. Physiquement, moi je le trouvais beau, mais il avait rien d'exceptionnel non plus. C'est comme pour nos enfants, on les trouve toujours plus beaux que tous les autres. C'était pas le cheval espagnol avec les grandes allures, avec les grandes crinières, les grandes, voilà, c'était, cheval tout classique. Un cheval assez commun finalement pour beaucoup de gens. La suite de notre aventure m'aura confirmé qu'il était, beaucoup plus que cela, qu'il avait quelque chose d'assez exceptionnel finalement, parce que pour côtoyer d'autres chevaux, je sais que j'ai tissé avec lui une relation, un peu plus exceptionnelle qu'avec les autres. Il faut savoir que Chamako, c'est un cheval qui est arrivé dans ma vie sans que je ne le veuille. Et je pense que lui, ne cherchait pas à m'avoir dans sa vie non plus. La vie nous a mis, sur le chemin l'un de l'autre. En fait, quand j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari, Chamako était déjà dans sa famille. C'est ainsi que Chamako est rentré dans la mienne. C'est un cheval, qui servait pour faire de l'équitation et qui malheureusement a eu des problèmes de santé, ce qu'on appelle un éparvin. À partir de ce moment-là, il pouvait plus, être utilisé pour, l'équitation, et donc il vivait dans un pré. Finalement, pour lui, c'était quelque part une chance avec le recul. Je me dis ça. À l'époque, je l'ai pas ressenti comme ça, mais je pense que finalement, ça a été une chance pour lui d'avoir cet éparvin parce que du coup, il a pas eu la vie qui lui était destinée, parce que sinon, il serait resté un cheval, qui aurait été monté. Au lieu de ça, son loisir, ça a été de vivre sa petite vie dans un paddock, et puis voilà, on a commencé à créer le lien, tout simplement parce que je m'occupais de lui, qu'il fallait le brosser, voilà, les soins d'entretien quand il était seul dans son paddock. Du coup, Chamako m'accompagnait dans ma vie, voilà, tout simplement avec, les autres chevaux, puis à un moment dans ma vie, j'ai voulu devenir maman.
Dans mon désir de maternité qui a été un petit peu, chaotique, il y a eu un parcours PMA. J'ai eu ce bonheur, d'être enceinte, de mener ma première grossesse, une petite fille et le début de grossesse se passait, très, très bien et je prenais plaisir à continuer, à venir m'occuper de mes chevaux jusqu'à ce que malheureusement il m'arrive un événement. J'ai fait, ce qu'on appelle une pré-éclampsie, qui est souvent une maladie qu'on rencontre lors des premières grossesses. En fait, j'avais un dysfonctionnement, au niveau des artères, utérines et donc mon enfant était mal alimenté, donc il y a eu un retard de croissance pour le bébé qui était, relativement, important et puis, bah, pour moi, ça a occasionné des problèmes d'hypertension, ce qu'on appelle l'hypertension gravidique et donc c'est une situation où ça met la vie en danger de la maman et du bébé. Donc je me suis retrouvée hospitalisée et comme je le dis souvent, j'ai mis, mon enfant au monde, mais sans lui donner la vie, puisque, malheureusement le cœur du bébé, s'est arrêté de battre à la fin de la grossesse et donc il a fallu, accoucher, de ma petite fille. Donc, ça a été, je crois que je peux le dire encore aujourd'hui, bah, l'expérience la plus traumatisante et la plus douloureuse, que j'ai pu vivre. C'est vraiment un vécu dans ma vie, traumatisant parce que je crois qu'il y a pas plus pire traumatisme que de sortir de la maternité, les mains vides. Quand je suis sortie de la maternité et je vais inclure quand même mon mari, il a fallu aller, choisir un cercueil, il a fallu organiser une petite cérémonie. C'est pas du tout comme ça qu'on s'imagine l'aboutissement d'une grossesse et c'est pas comme ça qu'on se projette quand on est dans ce désir de maternité, donc c'est extrêmement violent. Pour moi, il y a un avant et il y a un après et je pense qu'en fait, tout simplement, on continue sa vie de manière différente, mais on porte ce deuil avec nous, quoi qu'il en soit, pour le reste de nos jours et quand en plus c'est un bébé qu'on a porté, moi ma petite fille, je l'ai portée, je l'ai sentie bouger, j'avais créé du lien avec elle, donc forcément, pour moi, elle a existé. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour l'entourage, c'est que l'enfant, ils l'ont pas connu, ils ont pas eu ce vécu, ils ont pas forcément projeté autant que les parents ont pu le faire pendant la grossesse. C'est-à-dire que l'entourage est forcément triste, mais pour eux, la tristesse va passer, relativement rapidement finalement. Ils vont revenir dans leur vie et quelque part, c'est normal, hein et puis après tout, ça m'appartenait aussi cette histoire donc c'était à moi aussi de travailler sur mon chagrin. Même si l'entourage essaye souvent d'être bienveillant, malheureusement, il y a beaucoup de maladresse et cette maladresse, à ce moment-là, on n'est pas apte à l'entendre. Faut pas juger les gens qui sont dans cette tristesse, qui vivent, ce genre de deuil, ne pas les juger si vous avez l'impression qu'ils vous rejettent parce que, on est dans une telle douleur qu'il y a des choses qui nous semblent inconcevables à ce moment-là et donc de s'entendre dire des phrases comme: «Tu en feras un autre», c'est pas quelque chose de concevable. Moi, à l'époque, quelque chose qui m'a réconfortée, c'est d'avoir été en contact de parents endeuillés et qui vivaient la même chose que moi parce que, bah, faut dire les choses, on se sent vraiment compris par les gens qui vivent la même expérience que soi. Il y a, voilà, un discours, un langage, des mots qui sont, toujours plus adaptés et puis j'ai fait les choses, en fait, j'ai suivi mon cœur. J'ai constitué une petite boîte à souvenirs, par exemple, parce que forcément, on avait préparé l'arrivée de ce bébé. Donc ça, c'est un genre de petit rituel qui me permettait de faire du lien, d'honorer, on va dire, la mémoire de ma petite fille. Puis ensuite, bah, j'avais à ce moment-là énormément de chagrin. C'était très compliqué pour moi à cette période-là de croiser des femmes enceintes ou des nouveau-nés, en toute logique. C'était très violent même pour moi et du coup, j'ai eu besoin de me trouver un refuge. Mon caractère, c'était pas de rester au fond de mon lit, quoi, voilà. C'était pas possible pour moi de rester, au fond de mon lit parce que si j'y allais, je savais que je risquais de pas en ressortir. Donc je me suis dit: «Non, tu n'es pas comme ça, va falloir trouver la ressource ou je ne sais pas, mais va falloir la trouver» et puis, bah, j'ai cette chance d'être entourée d'animaux. J'avais besoin aussi de m'isoler quand j'avais vraiment trop de chagrin, que le chagrin arrivait par bouffées et que ça me paraissait insurmontable et dans ces cas-là, comme beaucoup, on n'a pas envie de se montrer aux gens, on n'a pas envie d'exposer ses larmes. J'ai trouvé refuge auprès de mes chevaux. Voilà, je ne sais même pas pourquoi, tout particulièrement, j'ai été attirée dans le pré où était, Chamako. C'est comme ça, j'ai suivi encore une fois mon cœur et mon instinct. J'aurais pu aller, dans celui de mon cheval qui m'était propre, alors que Chamako n'a jamais été mon cheval, sur le papier en tout cas. J'avais ce sentiment ou ce ressenti qu'il était déjà un peu solitaire et qu'il allait pas venir m'embêter. Donc je suis venue me cacher dans son abri et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à se passer quelque chose d'assez incroyable. Il faut savoir que les chevaux, souvent quand on s'intéresse pas à eux, quand on vient se mettre dans leur pré, bah, à un moment donné, ils vont venir vers vous.
Donc c'est ce qui se passait. Je venais me réfugier dans l'abri de Chamaco pour y verser, toutes les larmes à ce moment-là et vivre, on va dire, mon chagrin. Et Chamaco, il était intrigué de voir cette personne humaine cachée dans son abri et donc alors qu'il aurait pu rester dans le fond de son pré, il est venu à mon contact. Il s'est juste positionné face à moi et est resté comme ça. Ça pouvait durer quand même plusieurs minutes, voire plusieurs, heures. Ça m'est arrivé de rester, de longs moments, hein, parce que dans ces cas-là, on a besoin de solitude et donc Chamaco venait et restait juste tout simplement à côté de moi. C'est pour ça que je dis, il avait cette, capacité d'être, c'est-à-dire qu'il était juste là et c'est sa seule présence, sans rien faire, juste en étant à côté de moi, sans même forcément me regarder parce qu'en fait, il dormait. Moi, j'étais assise par terre et donc il se mettait sa tête à hauteur de la mienne et restait immobile comme ça à côté de moi, à m'écouter pleurer et en fin de compte, bah, ça m'apaisait beaucoup. Je me suis rendu compte après coup qu'inconsciemment, je calais ma respiration sur la sienne et que ça avait une forme d'apaisement. Je pense qu'il a compris que j'étais triste. Il a senti que j'avais ce besoin juste d'être entourée à ce moment-là. Peu importe, en tout cas, on s'est fait du bien mutuellement. Finalement, c'est ça qu'il faut retenir, je crois. Donc ça a été le début d'une relation, toute particulière avec Chamaco, parce que bien évidemment pour moi, je lui dois beaucoup. À partir de ce moment-là, je réalise que je ne sais pas si on peut utiliser le mot reconstruction, mais en tout cas, dans le fait que je reprenne goût à la vie. Je me dis: «Bah, il y a Chamako, il y a les autres, il y a encore, plein de choses à vivre». À ce moment-là, je me dis: «Bah, ma petite fille, je lui ai pas donné la vie, mais à travers moi, puisque je la porte quand même dans mon cœur. Tout ce que je vais vivre, ça va être une façon de lui faire vivre à elle aussi». Et donc merci Chamako. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que c'est probablement le meilleur thérapeute que j'ai pu avoir. Alors pour la petite parenthèse, l'année qui a suivi, j'ai été de nouveau enceinte et j'ai mis au monde mon petit garçon. Donc c'est quand même l'heureuse nouvelle qu'il est important aussi de souligner. En tout cas voilà, l'arrivée de mon petit garçon a aussi contribué, à atténuer un peu le chagrin, même si ça ne remplace pas. Quand un enfant n'est plus là, il n'est pas remplacé, chacun a sa place et ça tous les parents endeuillés vous le diront. Et donc quelques années après mon fils, j'ai accueilli mon troisième enfant, une petite fille. Le hasard de la vie fait qu'elle est née le même jour que sa grande sœur, comme quoi la vie, parfois peut paraître injuste et puis parfois, elle nous fait des jolis clins d'œil. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. À partir de ce moment-là, avec Chamako, notre relation est devenue, un petit peu plus fusionnelle forcément. J'avais pas de préférence parce que j'ai toujours traité tous les animaux de la même manière, avec tous les soins qu'ils méritent tous, parce que j'ai forcément beaucoup d'affection pour tous. Mais Chamako a déclenché en moi quelque chose que je portais déjà, je pense, depuis un petit moment, notamment le fait de ne plus manger d'animaux. D'avoir vécu ça, cette expérience, de proximité assez intense avec Chamako, on les voit forcément de manière différente les animaux. Pour moi, c'était inconcevable de continuer à manger des animaux à partir du moment où je devais ma survie à un cheval. C'est tout un cheminement et j'ai commencé à aspirer, aussi bien à titre personnel, professionnel, à aller vers des choses, qui me parlaient plus et qui finalement étaient au fond de moi et qui avaient juste besoin d'être, extériorisées, d'être exprimées. Puis évidemment, j'ai arrêté l'équitation aussi parce que ça allait de pair et c'est tout un long cheminement. Je me sentais plus sereine, d'être plus cohérente. J'avais l'impression d'être alignée dans mes pensées, entre mes pensées et mes gestes et mes actes. À partir de ce moment-là, moi, mes chevaux, j'ai voulu les mettre dans des prés, je les ai éloignés, de la ville. C'était important pour moi, bah, de leur offrir une vie, on va dire, la plus nature, une qualité de vie qui me paraissait plus proche de leurs besoins, profonds d'équidés et au-delà de ça, je gardais beaucoup de liens avec mes chevaux parce qu'on a souvent le tort de croire qu'on peut avoir du lien qu'à travers la pratique.
quand, j'ai des gens qui me disent: «Mais, ça te manque pas de pas monter à cheval?» Tu vois ce que tu ressens quand tu es sur le dos de ton cheval et que tu fais un galop sur la plage, voilà, ben, moi quand je les vois galoper dans le pré, j'ai la même sensation. J'ai le cœur, gonflé à bloc, quoi. Il y a pas plus beau pour moi donc non, ça ne me manque pas. Je sais pas s'ils sont plus heureux, j'aspire à y croire en tout cas, mais le fait est que je me suis jamais sentie aussi proche d'eux qu'à partir de ce moment-là, qu'à partir du moment où on a eu une relation où j'étais à terre, au même niveau qu'eux et du coup, ça n'a fait que renforcer aussi notre relation avec Shamako. Le temps fait son œuvre, puis les années passent. Évidemment, il arrive ce moment où, bah, les animaux ont une espérance de vie qui est plus courte que la nôtre et donc on se fait rattraper par une certaine réalité. Shamako vieillit, il tombe malade et donc forcément, je suis là pour l'accompagner. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup finalement dans notre société à l'heure actuelle. On parle pas beaucoup du deuil des animaux, il y a un tabou, mais on parle encore moins de l'accompagnement en fin de vie. Il faut savoir aussi que l'accompagnement en fin de vie, comme pour nos proches, c'est quelque chose qui est émotionnellement, lourd, physiquement aussi, hein, parce que du coup c'est beaucoup d'investissement. Un animal qui vieillit et encore plus un équidé. Shamako aura eu, par exemple 3 opérations, il aura souffert de problèmes de vieillesse, de problèmes dentaires, de problèmes des sinus. Comme tout corps vieillissant, le métabolisme ralentit, il y a des dysfonctionnements. Il a développé la maladie de Cushing, qui est par exemple une surproduction de cortisol. Donc, l'incidence, c'est qu'il a perdu du poids. Il a fallu que je m'intéresse à la diététique équine, qui n'a quand même rien à voir avec la nutrition humaine. Mais voilà, en tout cas, un des symptômes significatifs, c'est la perte de poids. Sauf qu'à côté de ça, les traitements qu'on peut donner, provoquent d'autres symptômes. Donc par exemple, ça pouvait développer ce qu'on appelle chez le cheval des fourbures. Donc c'est une maladie au niveau des pieds. C'était toujours une notion d'équilibre. Là, on est rentré dans un cercle un petit peu vicieux à ce moment-là où on était, sur le fil à chaque fois, où il fallait trouver l'équilibre entre ses apports alimentaires pour, lui maintenir un poids adéquat et en même temps qu'il y ait pas les fourbures. Enfin bref, plus en parallèle, des problèmes dentaires. En vieillissant, les dents, au fond, ça crée ce qu'on appelle, des diastèmes, des espacements en fait au niveau des dents et donc la nourriture peut passer et remonter dans les sinus. C'est ce qui est arrivé à Shamako, il a fallu qu'il soit opéré 3 fois parce que du coup l'alimentation remontait et venait boucher ses sinus, il pouvait plus respirer. Donc c'est pour ça que je parle d'accompagnement de fin de vie parce que vraiment, voilà, pendant 3 ans, il a fallu, gérer tout ça parce qu'après les opérations, il y avait des soins. J'ai dû faire des drainages, j'ai dû faire, voilà, sans rentrer dans tout le protocole, mais en tout cas, c'est énormément de soins. Je l'ai pas toujours montré sur mes réseaux, je montrais pas au quotidien ce que ça représentait, mais vraiment au quotidien, c'est extrêmement lourd, on se rend pas compte, mais c'est vraiment un engagement, complet. Mais ça coule de source, on se pose pas la question, on le fait. On le sent, notre animal, on y est attaché, on a de l'amour pour lui. Avec Shamako, on a en plus un lien très particulier, donc je le vis pas, du tout comme une charge. C'est une évidence que de m'occuper de lui. Et en plus, Shamako se laisse complètement faire. C'est quelque chose qui me touche encore beaucoup quand j'y repense. C'est-à-dire que, il s'en remet complètement à moi. Je peux lui faire les piqûres, les injections, il s'est toujours laissé faire, mais vraiment d'une gentillesse, comme j'ai rarement vu finalement, même s'ils sont tous gentils. Mais en tout cas, voilà, avec Shamako, franchement, faire le soin, c'était relativement facile. Il m'a facilité la vie. C'est lui qui était dans la souffrance et c'est lui qui me facilitait les choses. Donc on a vécu 3 ans comme ça, jusqu'à ce que Shamako commence vraiment à malheureusement et inexorablement, décliner de plus en plus. Et donc effectivement, à un moment donné, la maladie prend le dessus, la faiblesse musculaire s'accentue. Il arrive ce moment, où Shamako, devient de plus en plus maigre, il fait des escarres du coup, parce que l'hiver il fait froid, donc je lui mets une couverture. Le simple fait de lui mettre une couverture lui crée des escarres. Donc on sent que là on approche, sur la fin de vie. Sur les derniers mois, on se rend bien compte que sur la fin de son cycle de vie. Donc, psychologiquement, je commence à me préparer et à me dire: «On y est». Mais ce qui me perturbe aussi à ce moment-là, c'est qu'il partageait son pré avec un âne, avec qui ils étaient très fusionnels et d'ailleurs, c'était problématique parce que Shamako, il fallait le faire grossir et l'âne, lui, par contre, avait tendance à trop manger, à trop grossir. Alors ça aussi, problématique parce qu'on a essayé de les séparer au moment des repas plusieurs fois, mais ça a été chaotique. Ils ont tout cassé, les barrières et tout, ils voulaient pas être séparés et moi, du coup, à un moment donné, j'ai pris le parti de les laisser. J'ai dit: «Tant pis, je vais pas les séparer en sachant que Shamako est sur la faim».
Mais c'est vrai que c'était risqué pour Pépito parce qu'il abusait de la nourriture. On a mis des stratagèmes, hein, comme il est plus petit, pas de chance pour un âne, on arrivait à mettre la gamelle de Chamaco en hauteur. On a vraiment eu des jolis moments d'ailleurs dans la campagne aussi. À certaines périodes de l'année, il y avait des faisans qui venaient et qui mangeaient le grain de Chamaco, parce que Chamaco en mettait un petit peu partout. Donc j'ai des très belles images où on voit les faisans qui viennent se nourrir au pied de Chamaco. Pépito qui est en dessous aussi, qui réclame. Donc ils sont tous réunis autour de cette gamelle, en train de venir picorer des flocons. Tout ça, ça fait partie des jolis souvenirs. Du coup, arrive ce moment inexorable où Chamaco, physiquement, son corps ne suit plus. Et en plus, c'est l'hiver et il commence à faire froid. La couverture lui fait en plus des escarres, donc j'y vais quotidiennement. Je freine mes activités un petit peu professionnelles pour être, avec lui. Pareil, ça coule de source, c'est une évidence qu'il faut que je sois là, jusqu'au bout. Tous les jours, je vais faire les soins et il arrive un moment donné où Chamaco, ne se lève plus. C'est le moment fatidique, c'est ce qu'on craint. On le sait, un cheval qui est à terre, c'est pas bon signe. Un cheval qui est couché, son poids appuie sur le système digestif et ça freine et ça peut engendrer tout de suite des complications extrêmement graves. Donc c'est pour ça qu'on le dit, un cheval qui est à terre, c'est un cheval qui est condamné quelque part. Et donc du coup arrive ce moment où justement Chamaco n'arrive pas à se lever. Donc j'y vais, je vais le lever et il a une volonté à ce moment-là, il a encore le regard vif et dès qu'il est debout, il va manger, je lui amène des pommes, il croque dans ses pommes goulûment. Donc c'est extrêmement problématique pour moi parce que je suis en train de me rendre compte que physiquement le corps ne suit plus, mais que son esprit est totalement là et qu'il a pas du tout, du tout envie de lâcher l'affaire, quoi. Il a pas du tout envie de partir. Donc là, c'est vraiment le moment très dur. On va dire les choses, de manière, très franche, c'est le moment le plus compliqué pour moi parce que je le sens très accroché à la vie. Quand il me voit, il a l'œil qui s'illumine, quand il voit Pépito aussi, enfin voilà, donc c'est extrêmement problématique. On se dit: «Mais, on a une chance pour les animaux de pouvoir abréger leur souffrance et en même temps, c'est très compliqué. C'est une chance et en même temps une décision très complexe et très difficile à prendre que celle de l'euthanasie et quand cette décision nous incombe, c'est une énorme responsabilité, c'est franchement pas facile parce qu'on est partagé entre l'envie de pas le voir partir, l'envie de ne pas le voir souffrir, puis ce pouvoir de vie et de mort sur l'animal, c'est complexe, hein, c'est compliqué. Mais je me fais confiance, encore une fois, je me dis, il me le dira lui enfin je le sentirai parce que j'avais déjà été confrontée, par le passé à l'euthanasie d'autres animaux qui m'ont accompagnée. J'ai toujours senti le moment où il fallait le faire, donc je me suis dit: «Avec Chamaco, ce sera pareil». Donc c'est pas grave, j'ai dit: «Bah, j'y vais tous les matins pour le lever», donc quand je dis le lever et quand je disais un investissement physique, c'est qu'il faut le porter. Je me suis rendu compte à un moment donné que lui-même avait conscience que quand il se couchait, il se relevait pas et donc en fait, il faisait en sorte de rester debout le plus possible et ça, c'est la veille de sa mort, ça m'a frappée parce que j'ai passé toute la journée avec lui parce que inexorablement, en y allant tous les matins le lever, je sais qu'il va y avoir un matin où il se lèvera plus du tout. Le matin, j'arrive, je le lève et j'ai passé toute la journée avec lui. Je suis restée allongée dans la paille. J'ai des images où, il mange, encore derrière moi ou voilà. Pépito ressent aussi, Chamaco est sur le départ à ce moment-là. Il commence à s'allonger lui aussi, à beaucoup moins bouger, à être un peu plus apathique, alors qu'il est très avenant, hein, d'habitude. Donc, Pépito aussi change son comportement. Donc voilà, on comprend que le moment, fatidique approche. Là, ça devient compliqué, quoi, voilà. C'est là qu'on se dit, c'est dur parce qu'émotionnellement, il est vraiment tout le temps là. J'ai cru à un moment donné dans la nuit qu'il allait partir parce que je voulais pas le laisser dans le froid. Enfin, c'était le plein hiver, hein, c'était au mois de janvier dernier, c'est encore récent. On était dans des températures, négatives, donc même dans l'abri, il fait froid, hein, même dans la nuit, j'ai réussi à le relever, enfin bref. Et donc voilà, un lundi matin, évidemment, Chamako était par terre et là, on a essayé de le relever plusieurs fois, on n'y est pas arrivé. Et j'ai compris que c'était le moment venu. Il a fallu, prendre cette décision et finalement les choses se sont faites de manière assez sereine. Encore une fois, j'étais là avec lui, il s'est laissé faire, il s'en est remis à moi. Donc il m'aura fait confiance, jusqu'au bout. Et sur le moment, je pleure même pas, j'arrive même pas à décrire, mais sur le moment, je suis dans l'accompagnement, en fait et donc je le sens serein et donc je le suis aussi et voilà, c'est un joli moment. Donc Chamako s'en va, voilà, il s'en va avec, j'allais dire la sérénité qui l'a toujours caractérisé.
Pépito, il comprend pas ce qui se passe à ce moment-là. On va être honnête, il est en train de manger derrière, il est plutôt indifférent et quelque part, c'est pas plus mal. Le vétérinaire qui est là, à ce moment-là, est très humain, alors que d'habitude, je le trouve très professionnel et finalement, c'est ce que j'attends de lui. Mais à ce moment-là, il se révèle être vraiment très accompagnant lui aussi, c'est important. Il est vraiment, bienveillant et donc les choses se passent vraiment de manière sereine. Donc Chamako s'en va et effectivement, après il faut gérer, finalement comme pour les humains, les funérailles. Il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui exige que pour, les animaux de plus de 40 kilos, on a l'obligation d'incinération et on n'a pas beaucoup de choix quand on a des équidés. C'est ou l'équarrissage ou, l'incinération privée qui a un coût extrêmement élevé. Je trouve ça injuste quelque part. Pour moi, l'équarrissage, c'était quelque chose d'inconcevable, voir son animal traité comme un déchet. Quand on a eu un vécu avec son animal et quand on sait l'intelligence dont il a pu faire preuve et tout le lien qui nous a unis, personne, je crois, au monde ne pourrait accepter qu'il soit traité comme un vulgaire déchet derrière. Malheureusement, financièrement, c'est pas possible pour tout le monde de pouvoir offrir, un départ, plus concevable et ça me fait beaucoup de peine, voilà. Donc moi, j'ai eu cette chance de pouvoir, offrir un départ plus digne à Chamako et donc gérer une incinération à titre privé. Tout de suite, il a fallu gérer Pépito. Au moment où Chamako s'en va, avec le vétérinaire, je prends conseil et on se dit qu'il faut laisser Pépito dans le même parc. Parce qu'effectivement, entre le moment où Chamako s'en va et le moment où la société d'incinération va venir prélever le corps, il va se passer 24 heures. On le laisse parce qu'en fait, il faut qu'il prenne conscience lui aussi et donc le fait de le laisser, dans le parc avec la dépouille de Chamako, bah, c'est pour qu'il puisse prendre conscience que son copain est parti et c'est exactement ce qui va se passer. Il va venir renifler la dépouille et il va venir se coucher, à côté de lui. Pépito est resté 24 heures couché à côté de Chamako. Pour l'anecdote, au moment où le monsieur est venu récupérer la dépouille de Chamako, Pépito, en fait, s'est levé et il a voulu l'empêcher de partir en attrapant les pieds, en attrapant la queue, en essayant de le retenir. Donc ça montre bien qu'il avait conscience que son copain partait, mais c'était une étape qui était nécessaire. Alors c'est extrêmement triste, à observer, faut dire ce qui est. C'est extrêmement triste, à observer et c'est beau aussi. C'est triste et c'est beau à la fois et je me dis: «Bah, voilà, il a assimilé que son copain partait, il a bien compris que Chamako était mort» et donc du coup, Chamako s'en va et Pépito se recouche et il ne veut plus se lever. Alors là, problématique parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un cheval, mais c'est valable aussi chez un âne, qui est à terre, c'est pas bon signe et je pense qu'en fait, les 24 heures passées couché dans le froid à côté de Chamako, malheureusement, ça lui a déclenché aussi une crise d'arthrose, hein, parce que Pépito, il est pas tout jeune non plus. Donc bah, très rapidement, je prends la décision de mettre, Pépito en compagnie d'autres chevaux. Je peux pas le laisser seul parce que si je le laisse seul, je pense qu'il va se laisser mourir. Dans un autre pré pas très loin, se trouvent, 2 juments, dont une qui a le même profil que Chamako, un peu vieillissante, l'autre beaucoup plus jeune, mais très très câline, très affectueuse, très rigolote et assez calme et donc ça, c'était important. Il se retrouve en compagnie de ses juments et pendant une semaine, c'est extrêmement compliqué. Il me fait vraiment peur et d'ailleurs, les gens me le disent pas autour de moi, mais ils m'ont avoué aussi après coup, ils ont tous eu peur et on s'est tous dit: «Pépito se laisse partir là, il se laisse glisser». On a fait tous les soins qu'il fallait à côté de ça pour son arthrose et puis petit à petit, en fin de compte, les juments, l'ont stimulé et comme quoi, le fait de le mettre en compagnie de ses congénères, ça a beaucoup contribué et aujourd'hui Pépito va très, très bien et je pense qu'il est passé à autre chose maintenant. Ce qui montre la différence avec les humains, c'est que pour moi Chamako est toujours là par contre, je l'ai pas oublié. Alors je sais pas si Pépito a oublié Chamako, mais en tout cas on voit bien que l'étape de deuil est quand même relativement écourtée dans la mesure où il retrouve une vie d'équidé et que du coup il retrouve de l'élan en compagnie de congénères en fait. C'est pour ça que c'est important d'être dans cette écoute-là. Il a fallu aussi expliquer ça à mes enfants. Parler de la mort aux enfants, c'est quelque chose qui est pas toujours évident, mais je pars du principe, je sais pas si j'ai tort ou raison, mais en tout cas qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que, bah, ça fait partie de la vie. Chamako, était arrivé à la fin de sa vie à lui, et il a eu une belle vie avec le recul,
J'ai utilisé des mots assez simples, le mot mort, tout simplement, Chamako est mort. J'ai pas cherché à imager ou à atténuer ou à dire des choses de manière, idyllique. Je pense qu'il faut dire les choses le plus simplement du monde. De toute façon, mes enfants, ponctuellement, m'accompagnaient pour les soins, mais assez rarement finalement. Sur tous les derniers moments, c'était, Chamako et moi. C'était dans la continuité de ce qu'on vivait, de ce qu'on a vécu. C'est vrai que moi, du coup, la tristesse du départ de Chamako, elle était là, mais du coup, il y avait le soin de Pépito derrière. Mes émotions ont été un petit peu mélangées au travers de tout ça. Mais du coup, je suis restée finalement très sereine, même après le départ de Chamako et même encore maintenant. Effectivement, sa présence physique me manque. Forcément, quand on arrive et que le paddock est vide, on peut pas dire que ça serre pas le cœur, mais j'ai l'impression qu'il est toujours là quelque part et la preuve, c'est qu'on est encore en train de parler de lui un instant, donc c'est qu'il est là. Il y a eu de très jolies choses, parce que j'ai partagé ça sur les réseaux avec les personnes qui me suivent. J'ai reçu énormément de messages, de soutien, de compassion, des propositions aussi pour financer justement l'incinération, parce que j'évoquais ce problème-là et donc ça s'est transformé que j'ai des gens qui ont fait des dons en mémoire de Chamako, donc je trouve ça extrêmement touchant et c'est venu de leur initiative. J'ai une personne qui est illustratrice, qui fait une BD et qui va s'inspirer de Chamako, alors c'est entre nous, mais je le sais quand la bande dessinée va sortir, que le cheval sera directement inspiré de Chamako. Donc du coup, Chamako continue de vivre au travers de plein de petits gestes du quotidien. Donc finalement, Chamako n'est pas parti, il est toujours là. Je me dis: «Waouh, quelle chance! Quelle chance d'avoir eu un Chamako dans ma vie». D'avoir eu ce lien, parce que je le revis pas, avec les autres de la même manière. Ils ont chacun leur personnalité aussi, c'est pour ça qu'il faut les respecter aussi avec leur personnalité propre et que du coup, je souhaite vraiment à tout le monde un jour, d'avoir un Chamako dans sa vie ou un Pépito ou un Gobert ou une Kina ou peu importe la forme qu'ils aient, qu'ils soient à poil, à plumes, à écailles, peu importe, qu'ils soient bipèdes ou à 4 pattes. En tout cas, je souhaite à tout le monde d'avoir ce lien un jour avec, un animal et de se rendre compte de ce qu'ils peuvent nous apporter et quand ils s'en vont, on continue à le porter en nous. C'est pour ça que j'aime bien dire que quand on comprend l'intelligence des animaux, ça nous rend plus humains et que je me dis que je suis la personne que je suis aujourd'hui, grâce en partie à Chamako, à notre relation et à ce qu'on a vécu, à lui, à tous les animaux qui m'entourent. En fait, il continue de vivre au travers de tous mes actes, il y a de lui. Au travers de tous mes gestes, il y a de lui. Il y a de lui, il y a de ma petite fille, il y a de toutes les personnes défuntes. Aujourd'hui, je porte tout ça en moi et ça me rend pas triste, ça me rend, je l'espère, plus humaine. Je te remercie du fond du cœur, Marie-Gabrielle, pour ce partage riche d'émotions de toutes les couleurs, un peu à ton image finalement. J'ai également une grande pensée et une immense tendresse pour Chamako. Merci à lui de nous avoir réunis et permis de partager cette belle histoire qui est la vôtre. C'est moi qui te remercie. Merci de me laisser transmettre des messages parce que je pense qu'au travers de tout ce que j'ai évoqué, j'aurais pu transmettre, plusieurs choses qui me tiennent à cœur et j'espère que ça aidera en tout cas les gens, qui vivent la même chose parce qu'on est nombreux et nombreuses, à vivre cela et justement c'est tout l'intérêt de ton podcast aussi, de ne pas voir que le côté fataliste de la mort et justement de voir aussi, toutes les belles choses qu'il y a autour malgré, l'événement aussi douloureux, soit-il. Il en découle, forcément aussi des choses positives. La preuve, avec cette opportunité aujourd'hui de notre rencontre aussi. Donc merci à toi et merci à Chamako. Vous venez d'écouter le 7e épisode du podcast de la mort. Le thème de la perte d'un animal et du deuil qui s'ensuit me tenait particulièrement à cœur. Je suis heureuse d'avoir pu vous le partager à travers une histoire aussi forte. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message privé sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook ou TikTok. Vous pouvez aussi valoriser le podcast de la mort en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts ou en faisant un don sur mon site web www.lepodcastdelamort.fr. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode.